Merci. C'est un honneur d'être ici, d'être devant vous ici dans le territoire Mohawk traditionnel. C'est un privilège d'avoir cette chance de partager quelques idées avec vous. J'ai appris, suite à plusieurs visites, l'importance des aînés dans ces communautés. Aujourd'hui, j'ai accepté le rôle d'aîné avec un sentiment énorme de responsabilité. Vous voyez, je crois que les aînés jouent un rôle très important dans une société dominante parce qu'on n'a plus besoin de têter pour avoir des avantages. On n'a plus besoin de quémander. C'est tout derrière nous. Là, maintenant, on peut parler. Là, on peut parler la vérité, parler avec notre cœur, et ça offense des gens, bien, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Je parle aujourd'hui en tant que personne, pas au nom, certainement, des Premières Nations, et pas au nom de tout autre organisme ou parti politique ou groupe. Je parle au nom de mes petits-enfants. Perry voulait que je parle de changement climatique et d'énergie renouvelable. Je suis désolé, je ne vais pas le faire. Je regardais les nouvelles à Radio-Canada ce matin. Et si vous écoutez ce matin, on jurait que l'économie grecque ou le déclin de la bourse chinoise ou le prix de l'huile, de pétrole sont les pires crises qui nous font face. Entre-temps, les forêts brûlent, la pluie ne tombe pas. Maintenant, il y a la pollution, l'atmosphère, les niveaux de carbone sont à des niveaux sans précédent. Mais il existe des belles opportunités en énergie propre. Et j'ai rien à rajouter. C'est un moment de grande opportunité. Je ne pense pas qu'on manque de solutions à notre crise mondiale. C'est pas économique, c'est pas technologique, c'est même pas politique, c'est psychologique. C'est ça le pire obstacle. C'est la façon qu'on voit le monde, les lunettes par lesquelles on regarde le monde et qui façonnent la façon qu'on réagit à ce qu'il y a autour de nous. Vous pourriez comparer l'anatomie, la structure de l'anatomie des cerveaux des gens autour du monde, la structure de nos organes sensoriels, la façon qu'on obtient l'information, les propriétés mécaniques des neurones individuels. Vous ne pourriez pas les distinguer d'un groupe à un autre. On ne pourrait pas différencier une femme d'un homme ou un groupe ethnique ou racial parce que nous sommes une espèce. Nous sommes tous bâtis pareil. Bien que si vous demandez à un Arabe ou un Palestinien posez-lui des questions sur l'Israël et vous allez avoir toutes sortes de réponses variées. Vous demandez à une personne sur Bay Street à Toronto, parler des finances, vous allez avoir toutes sortes de réponses. Même si notre infrastructure est semblable, on croirait qu'on vient d'avoir différent. On voit le monde à travers une perception façonnée par classe sociale, religion, culture. Et là où il y a le plus de difficultés, c'est entre les perspectives autochtones et les perspectives contemporaines à travers le monde. Là, il y a un affrontement qui se fait. Il y a des personnes qui croient en ville, bon, ben, c'est la ville la meilleure façon, c'est le symbole du développement. Et que ceux qui vivent dans le bois sont des sauvages. Mais moi, je pense différemment. Les chercheurs, maintenant, peuvent utiliser le DNA, l'ADN, pour retracer le mouvement des hommes à travers la planète avec le temps. Et tous les sentiers remontent
en Afrique. Nous sommes nés comme une espèce en Afrique et j'ai hâte de donner une présentation au Ku Klux Klan pour leur dire qu'on est tous des Africains. Quel est votre problème? Ce fut le berceau de l'humanité. Et alors que la population de ces primates à deux jambes, ils se sont levés, ils sont partis à la recherche. Il y a des hommes qui voulaient aller de l'autre côté de la montagne, voir les femmes néandertales, parce qu'on s'est accouplé avec les néandertales. Mais on a dû bouger pour voyager, pour trouver des ressources. Et en arrivant dans les nouveaux territoires, quitter notre lieu de naissance, nous étions des espèces invasives. On n'avait aucune idée pour les soutenir. On arrivait dans des régions, on voyait des gros mammifères et avec des bâtons, des lances, on était capable de les attraper et ça fournissait beaucoup de viande. Et on pourrait suivre la migration des humains avec la vague d'extinction des animaux et des plantes. Ils disparaissaient parce qu'on ne connaissait pas la pérennité. Et à un moment donné, les populations faisaient face à des problèmes de manque de ressources. Et là, il fallait se poser la question, quoi faire? On voyage, on en trouve d'autres ou on reste ici et trouver une autre façon? Et là, on a commencé à voir des gens devenir sédentaires. Il y en a qui ont connu des succès, il y en a d'autres qui ont échoué, il y en a qui ont commis des erreurs, mais des leçons ont été apprises, qui ont été transmises aux autres générations comme bagage de connaissances pour montrer aux gens comment vivre de façon durable. Pendant des milliers d'années, ce bagage de connaissances est devenu des connaissances autochtones qui ne seront jamais égalées par la science. Cette connaissance était enracinée chez les gens et dans le territoire. Donc, la colonisation des 5 dernières années a commencé à étendre une vision différente dans le monde. Une recherche pour ressources, pour des opportunités. Mes grands-parents ont fait partie de cette vague d'explorateurs et de colonisateurs. Ils ont quitté le Japon en 1902 et 1906 et sont venus au Canada à la recherche d'opportunités. Eux savaient que l'avenir était de travailler fort pour acheter du terrain, un territoire qui représenterait une opportunité pour eux. Mes parents sont nés à Vancouver. Ma mère en 1911, mon père en 1909. Et comme tous les jeunes Canadiens à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'enfants immigrants. Il n'y avait pas de grands-parents parce que les grands-parents étaient encore au Japon. Et dans tous les nouveaux pays, en Australie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, la vague de colons n'avait pas de racines avec les gens de la place. Alors, il n'y avait aucun lieu, facteur commun avec eux. Alors, ils exploitaient sans égard au passé, au futur. Et on a créé le monde qu'on a présentement, un biosphère en crise. Les humains, vous voyez, soudainement sont devenus un nouvel genre de force sur la planète. Nous sommes présentement le mammifère le plus nombreux sur Terre. Il y a plus de nous que de rats, de souris. Moi, je suis né en 1936 lorsqu'il y avait 2 milliards de personnes. Et au cours de ma vie, la population a triplé. Ça, c'est sans précédent dans l'histoire. Et chacun d'entre nous doit être nourri.
On doit avoir du linge et tout ça doit sortir de la terre. Et nous avons une empreinte écologique énorme. Mais au cours des 100 dernières années, on a vu le développement de pratiquement toute la technologie nouvelle qu'on prend pour acquis. On a vu la croissance d'un appétit énorme pour des bébelles. On aime magasiner, on aime consommer et tout ça sort de la terre et nous avons une économie mondiale pour servir cette demande pour des bébelles qui viennent de partout dans le monde. Quand on ajoute tout ça, nos chiffres, nos technologies, notre consommation, notre demande, on est devenu une nouvelle force. On altère les propriétés physiques, chimiques, à un niveau global. Alors, cette période est référée par les spécialistes où nous sommes la force dominante qui façonne les propriétés du biosphère. Le rapport sur la vérité et la réconciliation démontre qu'il y a eu une tentative délibérée de ces colonisateurs pour éliminer les Autochtones et la culture, que je crois est une tentative pour écraser la perspective autochtone, l'attachement au territoire, la perspective des 7 générations qui sont tellement importants, ou un obstacle au développement. Alors, je suis venu vous dire votre lutte pour dignité, de reconnaissance, de souveraineté sur le territoire pour vos cultures millénaires seront ma lutte pour mes petits-enfants. Vous menez ma bataille. Vous menez ma bataille, la bataille de tout qui croit en un avenir pour les générations à venir. Et je vous appuie à 100% pour gagner des droits sur le territoire. Je me gage à essayer de faire plus autochtones les perspectives par rapport à lesquelles les lentilles par lesquelles ou les non-autochtones puissent regarder le monde. Nous devons autochtoniser les lentilles par lesquelles nous, les non-autochtones, utilisent et voient le monde. Tout ce que je sais a été enseigné de façon généreuse par les Autochtones que j'ai rencontrés autour du monde. Et comme a été mentionné dans l'introduction, j'ai des petits-enfants Haïda qui habitent sur le territoire Haïda-Gwaii. Alors j'ai encore plus d'un engagement et quelque chose de quoi remercier, pour lequel remercier le monde autochtone. J'étais impliqué dans des questions environnementales depuis que Rachel Carson a publié son livre en 1961, Le printemps silencieux. Et quand son livre est surgi, il n'y avait aucun département, ministère de l'environnement nulle part dans le monde. Le mot environnement n'avait pas la signification, et l'écologie n'existait pas comme elle existe aujourd'hui. Et après son livre, il y a eu des départements, des ministères qui ont été établis partout sur la planète, des départements d'études dans toutes les universités. On a eu des études sur les sols et des milliers de kilomètres carrés de protégés comme des parcs. Et nous, comme les activistes et les militants écologistes, ont arrêté des barrages, ont arrêté des propositions de faire le forage pour le pétrole dans des endroits sensibles. On a arrêté les pétroliers de monter la côte de Colombie-Britannique. Et 30-40 années plus tard, nous luttons nous faisons les mêmes luttes qu'il y a longtemps. On a arrêté les barrages sur Peace River. Nous avons arrêté le forage de pétrole. Nous avons arrêté les oléoducs qui ont allé jusqu'à Seattle. Ils sont tous sur l'ordre du jour d'honneur. Nous n'avons pas changé les lentilles, le paradigme dans lequel nous agissons et nous prenons les décisions. C'est quoi la raison de la lutte? Nous luttons par rapport à des pétroliers, à des oléoducs, à des trains, à quel type d'avenir énergétique nous avons quand nous ne sommes même pas d'accord sur ce qui est important, que nous devons protéger. Nous devons tous être d'accord, il me semble, avant qu'on commence à lutter sur ces questions. Alors, je voudrais suggérer que nous avons besoin d'une plateforme d'accord sur laquelle nous construisons, nous bâtissons les négociations par rapport à notre avenir. Nous avons tous
besoin de nous mettre d'accord. Nous vivons dans un monde qui est formé et contraint par les règles de la nature. Nous savons en physique qu'on ne peut pas créer quelque chose qui voyage plus rapidement que la lumière. Et on le sait, il y a des lois de thermodynamique qui nous disent qu'on ne peut pas construire non plus une machine de motion perpétuelle. Ce sont des lois de physique et personne n'est contre ça. Il faut vivre à l'intérieur de ces contraintes. La même chose pour la chimie. Les propriétés atomiques des éléments, les molécules, nouveaux molécules qu'on peut construire sont dictées par les poids des éléments. Et la biologie nous dit la même chose. Elle nous dit que toutes les espèces ont un nombre maximum qui peut être maintenu par un écosystème. C'est la capacité qui est portée par un habitat particulier. Les êtres humains ne sont pas définis par cet écosystème, mais il y a des systèmes, des limites absolues de combien d'êtres humains peuvent être soutenus, mais ça dépend de combien on consomme par personne. Si vous êtes un Somalien ou un Pakistanais, vous pouvez avoir beaucoup plus d'humains sur la planète que si vous vivez comme nous vivons sur des endroits où on consomme beaucoup, comme aux États-Unis. Mais ça dicte, mais il y a des maximums optimales d'une espèce qui peuvent être obtenus. La biologie nous informe aussi que nous sommes des animaux. Il y a des années, j'ai donné une présentation à Austin, au Texas, et il y avait beaucoup d'enfants, et je les ai dit aux enfants, si vous vous appelez d'une chose de mon discours aujourd'hui, appelez-vous que vous êtes des animaux. Et les parents se sont fâchés terriblement. Mais ma réponse est celle de Paul Ehrlich. Si vous n'êtes pas des animaux, est-ce que vous êtes une plante? Nous sommes tous des animaux. Et la nature animale dicte certaines choses que nous ne pouvons pas échapper. Quelle est la chose la plus critique que chaque humain dont chaque a besoin comme animal? Si nous n'avons pas de l'air pendant 3 minutes, on est mort. On n'y pense même pas. La limite très fine qui existe entre nous et la mort. Si nous respirons toujours de l'air pollué, on est mort. Je pense qu'on aurait mis l'air comme une des choses, une des priorités les plus importantes de protéger. L'air devrait être sacré que si on est un animal intelligent. Et si vous pensez, 60 à 70 de chacun de nous est de l'eau. Alors, on est de l'eau nous perspirons. On perd de l'eau de partout de notre corps. Alors, nous devons nous remplir d'eau. Si nous n'avons pas de l'eau pendant 4 à 6 jours, nous sommes morts. Si nous devons boire de l'eau polluée, nous sommes malades. Alors, l'eau comme l'air devrait être un élément sacré que nous devons tous protéger pour notre bien-être de tous et pour notre survie. Et il y en a quelques-uns qui peuvent survivre plus long que d'autres. Mais si vous n'avez pas de la nourriture pendant 4 à 6 semaines, si vous mangez de la nourriture polluée aussi, vous êtes malade. Alors, est-ce qu'on peut mettre la nourriture comme des éléments sacrés avec l'eau et l'air et l'eau? Est-ce que j'ai encore du temps? Et finalement, tous les aspects d'énergie que nous avons dans nos corps, dont nous avons besoin pour accroître, pour reproduire, cette énergie, ça vient du sol, du soleil, et converti dans des plantes et des animaux. Et nous gardons cette énergie dans nos corps, digérée par les plantes et les animaux qu'on mange, et nous allons le brûler et nous libérons cette énergie du soleil à l'intérieur de notre soleil. Alors la photosynthèse est quelque chose aussi qui va avec l'air et l'eau et le sol. Comme
vous reconnaissez sont les 4 éléments sacrés que les peuples autochtones autour du monde reconnaissent viennent de la terre-mère, qui nous donne naissance à travers la terre, l'air, l'eau et l'énergie, le feu. Et ces choses propres sont livrées, nous sont livrées et sont nettoyées par la toile de choses vivantes dans le monde. Elles sont créées par la vie même, qui est ce que les peuples autochtones m'ont enseigné. Ce sont nos parents, ce sont notre famille et les génétiques modernes le confirment. Les animaux et les plantes avec qui nous partageons la planète sont nos parents génétiques. Et sûrement, nous respectons plus à nos familles que ce sont seulement des ressources, avec plus d'amour et on les soigne plus. Ce sont les plateformes sur lesquelles nous devons maintenant construire une façon de vivre et d'avoir une économie. Elles sont les réalités fondamentales qui viennent du monde d'où nous vivons. D'autres choses, les frontières qu'on fait autour de notre propriété, de nos villes, de nos provinces, de nos pays. On prend les frontières humaines de façon sérieuse. On va tuer et mourir pour protéger ces frontières. Mais le restant de la nature, ça n'importe très peu la question, ou n'importe pas du tout les propriétaires. Ce sont des construits humains. Nous construisons des concepts comme le capitalisme, comme l'économie, comme les corporations ou le marché. Mon Dieu, écoutez les gens parler du marché. Le marché, oui, libérer le marché, que le marché fasse ce qu'il veut. Nous l'avons inventé. Mais regardez les journaux et lisez-les. Ah, le marché ne s'en sait pas bien aujourd'hui. Vous penserez que le marché existerait, c'était une chose et qui se sent malade au lit. Il y a 400 ans, nous croyons aux dragons, n'est-ce pas? Et les gens se préoccupaient beaucoup. S'ils pensaient que les dragons étaient fâchés, on leur donnait des joyaux et de l'or et on sacrifiait les vierges pour satisfaire les dragons. Maintenant, on sait que les dragons n'existent pas. Ils sont un construit de la mentalité humaine. Alors, on l'a remplacé par un autre construit humain, l'économie. Ça n'a aucun sens. Nous ne pouvons pas changer les lois de la nature. Nous ne pouvons pas faire que la nature rentre dans l'ordre du jour humain. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de modifier les construits humains pour pouvoir s'accorder avec la nature. On fait tout à l'envers en ce moment. Nous avons des discussions au sujet des oléoducs ou l'énergie nucléaire, etc., par rapport à leurs possibilités économiques. Mais c'est tout à l'envers. Nous devons modifier cela pour que nos économies s'accordent avec la réalité du monde dans lequel nous vivons. Alors, vous luttez, il me semble, pour ces valeurs, pour que cette discussion soit de nouveau sur la fondation de ces aspects fondamentaux. Et j'espère que vous pouvez continuer de mener cette lutte parce que vous luttez pour ce qu'on vous a déjà promis dans des traités qui ont été signés. Vous luttez pour les choses, pour qu'ils existent autant de temps que le soleil s'illumine, les rivières avancent et les vents ont lieu. Alors, je suis tout à fait avec vous à 100%. Merci beaucoup.